Oui, bonsoir, cher frère Clara. Oui, comment allez-vous? Oui, je vais bien par la grâce de Dieu. Dieu merci. Et donc, Et où en du coup, sommes-nous avec les nouvelles? ouais, bon, la nouvelle aujourd'hui, bon, il y a eu une nouvelle qui est tombée relativement à une attaque. Mhm, On ne peut pas dire que les nouvelles sont bonnes, mhm, mais bon, on peut déjà rendre gloire au bon Dieu. mhm, Si les forces de l'ordre ont pu repousser et contenir l'attaque, mhm. donc c'est en cela, je voudrais vraiment les féliciter très Effectivement, chaleureusement. effectivement. Voilà. Donc aujourd'hui, de façon brève, je vais parler de la défense, Mhm, l'aspect sécuritaire, et puis je vais terminer par la page sombre de l'opération terroriste qui avait été enclenchée l'année dernière par les opposants de merde et qui a été baptisée désobéissance civile d'après eux. mhm. Donc tout d'abord, il faut commencer par remercier et féliciter nos forces de l'ordre pour l'excellent travail qui a été fait. Éclaireur, comme nous le disons très souvent, il est impératif que les populations commencent à comprendre qu'il faut collaborer avec les forces de l'ordre et de défense. Effectivement. Les forces de l'ordre de sécurité et de défense ne dorment pas à cause de nous. Ils veillent à la protection du territoire. Donc, aujourd'hui, si on veut vraiment avoir un résultat excellent, il est important que toutes les populations, par quelque niveau que ce soit, apportent leur contribution en coopérant avec les forces de l'ordre et de défense. C'est pour cela que je voudrais en appeler très incessamment. Je voudrais en appeler avec insistance à nos cadres. Vous vous souvenez que plusieurs fois nous avons eu à dire ici que les cadres devaient aller sur le terrain pour galvaniser les populations, pour sensibiliser, pour vraiment demander aux jeunes du parti de rester éveillés et de dénoncer. Tout ce qui arrive aujourd'hui, ce n'est pas anodin. Nous avons eu à parler plusieurs fois ici. Donc voici pourquoi aujourd'hui je voudrais encore demander aux cadres, aux jeunes RHDP des régions suivantes. Bunkani, Gontogo, Tchologo, Kavali, Guemon, Tompi, Bagoué, San Pedro. Je voudrais demander avec insistance aux cadres du RHDP et aux jeunes du RHDP de se réveiller. De se réveiller, même s'il le faut pour jouer les rôles d'éclaireurs et de renseignement. C'est très important. Les forces de l'ordre à elles seules ne peuvent pas arriver au bout de cette opération terroriste. Donc, il faut la synergie de compétences. Les chefs coutumiers, les jeunes du RHDP, les cadres doivent se parler. Les cadres doivent descendre dans l'arène politique pour faire des sensibilisations, pour faire des réunions, pour faire des meetings avec les populations, avec les chefs de village, avec les jeunes, pour leur demander d'être suffisamment vigilants. Si dans une région, vous voyez quelqu'un que vous n'avez jamais aperçu dans la zone, il ne s'agit pas de lyncher la personne ou bien de torturer la personne. Non, c'est pas ce que nous demandons. Si vous voyez une personne étrangère que vous n'avez jamais vue, ne la recevez pas chez vous. Ce que vous devez faire, vous devez appeler la gendarmerie
la police ou bien le sous-préfet ou le maire. Si vous voyez des regroupements suspects, si vous voyez des individus suspects, si vous voyez des gens qui vous paraissent étranges et avec lesquels vous n'avez jamais eu à échanger, il faut appeler la police, il faut appeler la gendarmerie, il faut appeler les CCDO, il faut appeler la sous-préfecture, il faut appeler la mairie pour transmettre l'information. C'est très important. À l'allure où nous allons, tout porte à faire croire que ceux qui font les attaques vivent effectivement avec nous sur les territoires qui sont attaqués. Ces personnes vivent avec nous effectivement sur les territoires qui sont attaqués. Donc, il va sans dire que si nous voulons vraiment réussir cette mission-là, il est important de commencer à dénoncer les personnes qui viennent s'installer ou bien les personnes qui ont des activités suspectes. Et en général, quand on s'y prête bien, on peut facilement reconnaître ces gens d'individus. J'insiste, nous ne demandons pas de lyncher ou bien de torturer des inconnus. Non, ce n'est pas ce que nous demandons. Nous demandons tout simplement de contacter les autorités sécuritaires et les autorités locales pour transmettre l'information comme quoi il y a des gens ici qui ne sont pas coutumiers, donc nous vous demandons de venir les interroger. On va interroger les gens et à l'issue de l'interrogatoire, s'il y a quelque chose qui ne va pas, on en saura plus. Mais laisser les choses en l'état et passer comme si de rien n'était. Les cadres, eux, sont assis à Abidjan ici, dans les bureaux climatisés, ils ont leur gros salaire, ils mangent, ils s'en foutent et ils ne se soucient même pas même du fait que à l'intérieur, il y a des populations qui sont laissées pour compte, qui sont en danger. Or, ils sont cadres à cause de ces populations. Il est grand temps. Je veux demander avec insistance au ministre de la Défense et au président de la République de convoquer en urgence les cadres qui sont dans les régions à risque, où il y a des risques d'attaque ou bien où il y a des risques d'instabilité et d'insécurité plutôt. Donc, il faut vraiment faire quelque chose. Rester à Abidjan, se promener ou bien dans un bureau feutré comme si de rien n'était, ce n'est pas la solution. Ce qui s'est passé éclaireur hier nuit à aujourd'hui ne nous étonne pas. Nous avons eu à alerter ici et à plusieurs reprises, les informations sont apparues comme quoi l'armée burkinabé avait déjà des informations qu'il y avait des risques d'attaque, sinon il y avait une attaque imminente. Et avait pris le soin d'informer l'armée de Côte d'Ivoire. Nous-mêmes, nous avions eu des informations. Et les mêmes régions que je cite, c'est dans toujours ces régions-là qu'il y a quelque chose. Bien avant l'attaque qui s'est passée entre Bangolo et Man, j'ai eu à alerter ici qu'il fallait être suffisamment vigilant dans le Tompi et les Cavaliers et le Guemon. Ça a été fait ou pas, éclaireur? Est-ce que nous n'avons pas dit ça ici? Clair comme de l'eau de roche. Est-ce que nous n'avons pas dit à plusieurs reprises que le Bunkani, qu'il fallait faire attention, surtout dans le parc de la Comoué? Les noms ont été cités nommément et de façon très claire. Oh, éclaireur, ce soir encore, je vais demander aux gens d'ouvrir grandement les oreilles. Les localités suivantes, nous demandons aux forces de l'ordre et de sécurité de faire des patrouilles, sinon de faire des perquisitions, de fouiller minutieusement ces localités-là. Dans les jours à venir, il s'agit de Dabou, Jacquesville, Grand Laou, Soubré, Meyagui, San Pedro, Tabou et Taï. Je répète bien, nous demandons aux autorités sécuritaires, le ministre de la Défense, le chef d'état-major des armées, le commandant des forces spéciales, le commandant supérieur de la gendarmerie, le patron de la police,
de procéder à une fouille minutieuse et attentive dans les villes suivantes, dans les jours à venir. Jacquesville, Dabou, Grand Laou, Soubré, Méagui, San Pedro, Tabou et puis Taï. Les villes suivantes. Il faut être suffisamment vigilant dans les jours à venir. Parce que il y a l'autre là qui se connecte souvent sur, comment on appelle, le direct, Black Samurai. Je ne sais pas si vous le... Ouais, Black Samurai, Oui. il a même attiré l'attention des uns et des autres en ce qui concerne ces villes. Les villes qui sont sur le littoral. Mais moi, j'aimerais dire quelque chose. Est-ce que souvent, parce qu'on dit certaines choses très sensibles, et les gens finissent par croire que c'est peut-être juste pour perdre du temps, est-ce que souvent le fait de trop vite alerter les gens, ce n'est pas ce qui fait que les gens ne prêtent pas attention? C'est juste une impression que j'aimerais essayer de lucider avec vous. Parce que c'est pas la première fois qu'on en parle. Et quand on vient dire des choses de façon très précise, c'est pas quand même pour chercher à faire de la pub, puisqu'on ne se voit même pas. Quand on dit, et puis bon, les événements s'y passent, ça amène quand même à douter parce qu'on se dit, mais finalement, est-ce que les gens n'écoutent pas ou bien ça ne leur dit rien en fait? Ce que nous ne demandons pas aux gens d'aller attaquer des innocents ou bien d'aller s'en prendre à des innocents. Il faut perquisitionner, il faut fouiller attentivement. Parce que la réalité des faits, ce que vous avez eu à dire, ce qu'on a eu à dire, il y a Laurent Gbagbo, Guillaume Soro et sa clique qui a envisagé des attaques sur la grande partie de l'Ouest. Et il se trouve qu'il y a des gens qu'ils ont eu à convoyer dans ces villes-là qui sont chargés de mener certaines opérations d'attaque pour eux, pour leur compte. Il faut le dire. Moi, les attaques que les gens voient du côté de l'Ouest, c'est les soldats qui sont acquis à la cause de Gbagbo, ou bien c'est des délinquants, ou bien c'est des mercenaires qui sont acquis à la cause de Gbagbo. Guillaume a quelques-uns dedans. Du côté du Bunkani, ceux qui ont eu à attaquer la nuit dernière à aujourd'hui, ces soldats-là sont également des délinquants que Guillaume a payés pour pouvoir faire ces bêtises-là. Il ne faut même pas avoir honte de dire quoi que ce soit. Ce sont eux qui sont derrière et nous le savons. Donc, vous avez vu, lorsqu'il y a eu la désobéissance civile du côté des Tabous, vous avez vu ce qui s'est passé. On a tué des innocents. Donc, ils ont encore des jeunes dans ces zones-là qui, dès que la situation commence à se détériorer, qui sont prêts à aller faire des bêtises à leur compte. Voici pourquoi nous demandons d'être suffisamment vigilants. Il faut que les autorités sécuritaires compétentes soient suffisamment vigilantes. Les jours à venir, nous préférons même que les villes suivantes soient perquisitionnées, fouillées minutieusement. S'il y a des personnes qui sont suspectes dans ces villes-là, il faut les arrêter, les interroger pour que la vérité se manifeste. Ce sont les villes suivantes. Jacquesville, Dabou, Grand Laou, Soubré, Méagui, San Pedro, Tabou et puis Taï. Je répète encore grandement, nous demandons avec insistance au commandement supérieur à l'armée, aux autorités compétentes, de fouiller minutieusement et de procéder à des perquisitions dans les villes suivantes. Jacquesville, Dabou, Grand Laou, Soubré, Méagui, San Pedro, Taï et Tabou. C'est très important. Il faut procéder à des fouilles éclaireurs. J'ai la très ferme conviction que si on procède à des fouilles minutieuses, on va arrêter beaucoup de délinquants dans cette ville-là qui sont en ce moment prêts à mener des attaques pour le compte de Laurent Gbagbo et de Guillaume Soro.
Ça, je l'ai dit, cette conviction, je l'ai. Voilà. C'est très clair parce que ce qui est en train de se préparer, nous savons. Nous savons sur quel pied ils sont en train de danser. Tout ce qui les intéresse, c'est d'attaquer les pays pour prendre le contrôle de certaines régions et forcer le pouvoir en place à négocier, procéder à un partage des gâteaux et venir dire oui, qu'il faut qu'on reprenne les élections. C'est tout le système qui est là. Voilà le plan. Il n'y en a pas mille. Du côté de la Bagoué, nous voulons demander aux cadres également qui sont dans la Bagoué de mettre les jeunes gens à contribution dans le renseignement, surtout au niveau de la frontière. S'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut relayer l'information. Dans le Bonkani, il y a quelque chose qui ne va pas également. Nous pensons que si les cadres du RADP et les autorités locales s'étaient suffisamment impliqués dans la sensibilisation, s'étaient suffisamment impliqués dans les explications sur le terrain, aller à la rencontre des autorités, des jeunes, pour leur demander si vous voyez des mouvements suspects, dénoncés. Nous pensons que si ça avait été fait, la tâche est aussi difficile aujourd'hui pour les forces de l'ordre. Ça n'allait pas être le cas. Mais les informations qui nous reviennent, c'est que du côté de Téini, pour remonter vers Tougo, aller vers la frontière burkinabé, dans les villages, les populations même refusent de collaborer avec les forces de l'ordre. Ces informations-là nous reviennent. Et ces informations nous reviennent comme quoi parfois les djihadistes viennent, ils menacent les habitants et ils disent aux habitants, si vous coopérez avec les forces de l'ordre, vous allez voir ce qui va se passer. Les djihadistes viennent souvent menacer les populations et ils ressortent. Ça, c'est une réalité. Donc, voilà le problème. Le problème qui est posé. Il faut que les cadres, les chefs coutumiers, les jeunes, les autorités sécuritaires se donnent les moyens d'extirper ces djihadistes-là de la zone. Si les choses en restent là, ce n'est pas bon pour l'avenir. Donc aujourd'hui, bon, comme j'ai l'habitude de le dire, je n'aime pas trop rentrer dans certains détails, mais parfois les détails qui sont utiles, il faut les donner. La réalité, elle est claire. Ceux qui attaquent, qui font ces attaques sporadiques-là, ils sont déjà implantés dans ces zones en question. Pour preuve, ceux qui ont attaqué le barrage des forces de l'ordre entre Bangolo et Man, ils sont bien de la zone. Ils s'étaient installés dans la zone. Ils sont venus, ils ont fait leur attaque et ils ont fui. C'est pareil, ceux qui ont eu à attaquer aujourd'hui du côté de Téini, ce sont également des gens qui pratiquent la zone, qui connaissent. Donc, de cette même manière-là, nous alertons pour dire qu'il faut être beaucoup regardant du côté de l'Ouest. Les villes que j'ai eu à citer, je vais citer une dernière fois. Il y a Jacquesville, Dabou, Grand Laou, Soubri, Miagi, San Pedro, Taï et Tabou. Dans ces villes-là, il faut que les forces de l'ordre procèdent à des perquisitions et à des fouilles attentives. En fouillant minutieusement et attentivement, on finira par trouver des délinquants qui sont déjà sur place et qui sont prêts à faire des attaques pour le compte de Babou et Guillaume. Ça, c'est un plan de déstabilisation qu'ils ont prévu. Et nous avons cette certitude. Donc je pense qu'il faut faire quelque chose. Voilà ce que je peux dire. Maintenant, en ce qui concerne le deuxième point, l'année dernière, il y a un an jour pour jour, l'opposition avait engagé une opération terroriste qui a consisté à tuer des innocents, à détruire des biens, à brûler des voitures, à brûler les biens d'autrui, à mettre la vie des Ivoiriens en danger et vraiment
rendre l'atmosphère invivable. Nous avons eu les conséquences. Les conséquences, c'était plus de 80 morts et l'incendie de plusieurs biens. Nous voulons demander au gouvernement ivoirien où en sommes-nous exactement avec la justice relativement à ces cas-là, d'incendie et de meurtre. Nous voulons en savoir. Nous demandons au ministre de la Justice d'actionner les leviers de la justice. Il faut que la justice fasse son travail. Ceux qui sont morts, ceux qui les ont tués, il faut qu'ils soient condamnés à des peines très lourdes. Ceux qui ont brûlé, incendié des biens, il faut qu'ils soient condamnés et amendés. Nous demandons au gouvernement de rendre justice pour les victimes et de procéder au dédommagement de ceux qui ont perdu des biens. La Côte d'Ivoire ne peut pas continuer à être le cycle infernal de l'impunité et des tueries. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Si les choses en restent là, je crois qu'un jour, ça risque de devenir la jungle. La politique en Côte d'Ivoire ne doit pas être une caisse d'impunité, ça ne doit pas être un secteur d'activité où on a une impunité totale, où on a le droit de décider du sort ou bien de la vie des concitoyens. Non, les choses ne doivent pas rester ainsi. Ce que nous disons, il y a eu tuerie. Qui les a tués, nous voulons en savoir plus. Il y a eu incendie des biens. Qui a incendié, nous voulons en savoir plus. Tous ceux qui sont incriminés, il faut qu'ils soient arrêtés, jugés, condamnés, punis conformément à la loi. Il faut qu'on leur inflige des amendes. S'ils ont des biens, on peut procéder à la saisie des biens. Ceux qui ont eu à lancer les mots d'ordre, ceux qui ont eu à exécuter ces mots d'ordre, s'ils ont des biens, on peut procéder à la saisie des biens. S'ils ont des comptes bancaires, on peut procéder à la saisie des comptes bancaires pour dédommager ceux à qui ils ont causé du tort. Nous réclamons justice. Nous réclamons justice parce que les choses ne peuvent pas rester ainsi. Tous les citoyens de Côte d'Ivoire sont égaux devant la loi. Chacun se bat comme il peut pour contribuer au rayonnement de la société. Donc, il n'est pas question que des gens, parce que se disent politiciens, viennent détruire impunément les biens des autres ou bien ôter la vie à certains de leurs concitoyens et on va les laisser sous prétexte qu'on veut réconciliation. Matin, midi, soir, on est dans le cycle infernal de l'impunité. Parce qu'on ne punit pas sévèrement, c'est différent qu'une là. Vous avez vu, ils sont encore en train d'attaquer l'armée, d'attaquer des pères de famille pour les tuer impunément. Parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de sanction. Ceci est extrêmement grave. Si nous voulons, à un moment donné, mettre fin à toutes ces bêtises à répétition, il est grand temps de commencer à sanctionner sévèrement ceux qui tuent les honnêtes citoyens et ceux qui volent les deniers publics, ceux qui incendient les biens d'autrui. On ne peut pas continuer à mettre en danger la vie de certains concitoyens et parler à tout moment de réconciliation. Il faut que ça s'arrête. Ce côté-là, nous demandons au président de la République de vraiment revoir sa copie. Il faut qu'il revoie sa copie. S'il ne revoit pas sa copie, un jour nous risquons d'avoir des problèmes. Les gens ont fait des bêtises. Vous les avez mis en prison. Ils n'ont même pas fait même des mois. Quelques jours après, vous avez libéré certains. Après les avoir libérés, ils sont en train de s'organiser encore pour venir tuer les innocents. Monsieur le Président, qu'est-ce que vous dites? On ne peut pas rester dans ça. On ne peut pas rester dans ça. À un moment donné, il faut être suffisamment courageux pour refermer ce cycle infernal de l'impunité et commencer à sanctionner les gens. On
on ne pourra pas construire un meilleur avenir sans la justice sociale dans ce pays. Tant qu'il n'y aura pas de justice en Côte d'Ivoire, vous allez voir que à tout moment, on va assister à ce genre de bêtises. Il faut que ça cesse. On libère des criminels sous le prétexte très fallacieux de la réconciliation nationale. Il se trouve que les voici qui sont en train d'organiser encore des délinquants pour venir tuer les innocents. Il faut le dire très clairement, les jeunes qui ont tué les gendarmes entre Man et Bangolo, il y a de cela quelques jours, sont des jeunes à la solde de Laurent Gbagbo. Les jeunes qui sont allés attaquer la position des forces de l'ordre du côté de Téni d'hier nuit à aujourd'hui sont des jeunes à la solde de Guillaume Soro. Moi, je pense qu'il n'y a pas autre manière de faire. Nous parlons, nous attirons l'attention des uns et des autres. Nous demandons aux gens d'être suffisamment fermes. Nous espérons que nous serons entendus. Mais si les gens ne nous écoutent pas, demain si la situation déraille, ils vont constater les dégâts. Ce qui est sûr, nous avons déjà averti. Donc voilà ce que je voudrais dire. Si vous avez quelque chose à ajouter, je vous écoute. Je voudrais d'abord vous dire merci pour ce brillant exposé qui redéfinit encore une fois de plus la nécessité même de la justice sociale en Côte d'Ivoire, mais encore qui vient encore de peindre le tableau même sécuritaire en Côte d'Ivoire. Et souvent, c'est à se demander même que quand je dis que personne ne nous écoute, je vais dire que souvent, c'est le traitement qui est fait des différentes informations qui amène souvent à douter. Et ce que vous dites, lorsque je lis entre les lignes, je pars sur un facteur qui est simple. Moi, je suis soldat. Je vais au front. J'ai toute la détermination qu'il faut pour défendre mon pays. Mais je vois mes camarades tomber. Et lorsque ces criminels qui ont attaqué la République sont libérés quelques mois après au nom d'une soi-disant réconciliation, est-ce que mon moral peut être toujours au beau fixe? Jamais. Ok. Et partant plus loin, ça devient une situation répétitive. Et à un certain moment, c'est toujours le culte de l'impunité. Moi, le soldat qui est au front, je finis par me dire, mais pourquoi me donner à la mort quand je sais que les criminels n'ont rien à perdre et ils n'ont rien en face pour être inquiétés, la justice est dormante. Et le soldat qui était déterminé finit par baisser les bras parce que lui aussi, il a envie de vivre. Et c'est là que l'impératif de justice nous rattrape. Parce qu'en n'appliquant pas la justice, sur le long terme, on donne une caution même, une récompense. Parce qu'un crime qui n'est pas puni est une récompense d'office. Et donc, on finit par donner toutes les garanties aux criminels que attaquer la République est la chose la plus normale parce que, en fond, il n'y a pas de sanctions et donc, on ne fera que parler et chercher à résoudre tout. On ne doit pas tout résoudre politiquement. Et ça, il faut que les autorités le comprennent. C'est vrai que nous ne sommes pas sur la table des dieux, mais en même temps, la logique aussi impose certaines choses qui sont très implacables. Si on passe tout avec les deals politiques, tôt ou tard, on finira par réveiller contre nous-mêmes ceux qui étaient nos partisans. Et ça, nous l'avons décrié ici à maintes reprises. Parce qu'il ne suffit pas d'être dans aujourd'hui, il ne suffit pas d'être dans le présent pour dire comme il n'y a pas fait en la demeure aujourd'hui, tout ira bien demain. Ça, c'est une politique suicidaire. En fait, la seule chose qui pourra convaincre ces criminels, parce que c'est tellement grave quand tu attaques un État, il faut se donner les moyens de réussir. Mais quand tu échoues, l'État, le Léviathan, doit se donner les moyens de te décourager dans ta velléité. Malheureusement, on ne semble pas voir les choses aller dans ce sens-là. Et comme Soundiata le roi l'avait dit, il faut vraiment, vraiment que la justice se réveille
Parce qu'en ne faisant rien dans ce grand sommeil, on est en train de mettre dans la conscience des gens qui sont déjà même les partisans du pouvoir qu'il n'y a rien à espérer. Et donc, on laisse les gens au dépourvu. Et dans le même temps, ce sommeil-là crée un sentiment de confiance dans l'esprit des criminels pour dire qu'on peut essayer autant de fois. Parce que ce que vous avez dit là, aujourd'hui, il y a des villages carrément qui ont accueilli ces brigands-là, ces bandits-là qui ont tué des soldats à l'ouest. Et aujourd'hui, tellement on ne veut pas faire de justice, ou bien tellement on ne s'est pas habitué à pratiquer la justice, ce qu'on a pris aujourd'hui, quand on va les juger, demain les gens diront non, ils ont attaqué, ils ont pris nos parents, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Mais c'est parce que la justice n'a pas imposé sa marque de rigueur dès le départ. C'est vrai qu'on a raté tout ce rendez-vous jusqu'à aujourd'hui. Mais est-ce qu'on va continuer à aller comme ça? Si tel est le cas, à quel résultat faut-il s'attendre? Il faut qu'on ait le courage de dépeindre la situation. À ceux qui nous écoutent, comme disait quelqu'un, s'il y a des bureaucrates et des dirigeants du pays qui nous écoutent en ce moment, la justice est un fiasco en Côte d'Ivoire. Parce que partout où nous l'attendions à des rendez-vous cruciaux pour essayer quand même de guider le peuple. Parce qu'une société sans justice, c'est comme un véhicule sans volant. C'est très clair. Parce que le véhicule est beau, il a toutes les commodités, ben, le volant n'y est pas. Parce que la justice n'a pas seulement pour rôle que de condamner les criminels. Mais la justice, si nous nous basons sur la jurisprudence, chers auditeurs, vous nous excusez, la jurisprudence, c'est le modèle qui permet de pouvoir constituer un modèle et agir sur ce modèle-là dans le temps et dans l'espace. En des termes plus... Voilà, en des termes plus simples, ça veut dire, quand on dit jurisprudence, ça veut dire simplement, par exemple, quelqu'un a tué comme ce que les probables la font actuellement. On l'attrape et on le condamne à 20 ou même 30 ans de prison. Et à partir de cette expérience-là, on peut convaincre que toute personne qui attaque la République, on peut les condamner. Et ça, aujourd'hui, je l'ai dit, ces attaques qu'ils font là, c'est des attaques terroristes. Et donc, on peut les mettre sous le coup de la loi terroriste et les juger comme des terroristes et les condamner fermement comme il se doit. Très clair. Et donc, si ce modèle-là est acquis, est-ce que demain, les gens peuvent venir encore cogiter, tergiverser pour dire non, on ne sait pas comment on va faire. Mais on te prend, tu es un criminel de grand calibre, on te colle. C'est ce qu'on appelle la jurisprudence. Mais en n'appliquant pas la justice, c'est aussi une forme de jurisprudence qu'on est en train d'imposer. Et donc, on se retrouve dans l'état d'impunité parce que c'est ce qui sera rentré dans les consciences collectives. C'est ce qui sera rentré dans l'esprit des gens. Aujourd'hui, faites un sondage sur la population en Côte d'Ivoire. C'est quand même assez lamentable, mais il faut être capable de le dire. Et je pars sur un postulat qui est une simple phrase. Avez-vous confiance en la justice de la Côte d'Ivoire en ce jour du 19 octobre 2021? Moi, personnellement, si je dois répondre, je dirais non. Pourtant, je suis un fervent. Je dis même que je ne suis même pas RHDP. Je suis alassaniste pur et dur jusqu'à la fin et jusqu'au début. Mais pourquoi je dis non? Et imaginez-vous maintenant, les gens même qui se sont confrontés à ce système judiciaire-là et qui ont eu leurs affaires bâclées. Ça, c'est aujourd'hui quelque chose qui est légion. Les gens n'ont plus du tout de confiance en la justice. Non seulement la justice est inaccessible, ça c'est un facteur, mais ceux des usagers qui se mettent à la disposition de la justice en espérant obtenir une justice, parce que obtenir la justice ne veut pas dire forcément avoir eu gain de cause. Je peux accuser quelqu'un, mais la justice va me prouver que je suis dans le faux. J'ai obtenu justice. J'ai obtenu justice parce que j'aurais appris quelque chose. Mais en Côte d'Ivoire aujourd'hui, on ne peut plus dire, quelqu'un ne peut plus aujourd'hui dire que lui, il a là la justice et il a appris quelque chose. Mais les mauvaises images qu'on reçoit sont plus nombreuses que les bonnes. Et à un certain moment, il faut être capable de le dire aux dirigeants. Si nous échouons sur la question de la justice, on ne demande pas de condamner forcément
les gens, mais on demande forcément de condamner les criminels. Parce que être un citoyen honnête, être un citoyen qui se met du côté de la loi, c'est un gros risque que nous prenons vis-à-vis des criminels. Effectivement. Et donc, ne nous faites pas regretter le choix d'avoir cru en l'état de droit, d'avoir cru en la justice. Parce que lorsque les populations, et ça je parle d'abord même des partisans, si aujourd'hui on fait un sondage dans le RHDP, moi je peux vous dire, si vous voulez vous lancer, je peux vous dire que 90% diront qu'elles ne se sentent même pas concernées. Et si on va du côté de l'opposition, ça sera pire. Parce qu'eux-mêmes ne voient pas et ne veulent pas voir même de justice dans cette justice-là. Et donc ça sera le résultat de la mauvaise foi. C'est pourquoi on ne peut pas se baser sur ça. Mais toujours est-il que quand ils en ont besoin pour condamner des gens, ils trouvent que la justice est juste. Et donc, ce n'est pas des gens sérieux avec qui on peut faire chemin. Mais lorsqu'on se retrouve en face d'une telle situation, il est impératif qu'on puisse quand même, à un certain moment, s'arrêter et essayer, comme ce que Emmanuel Macron a fait, faire un état général de la justice. Appeler des usagers. On parle. Très clair. Mais quand on parle là, c'est à des humains qu'on parle. Actuellement, on est 1409 personnes. Oui. Mais ces 1409 personnes-là, c'est des personnes qui sentent que le message il est utile. C'est des personnes d'un certain niveau intellectuel. Parce que celui qui veut entendre patak patak ne peut pas être dans nos émissions ici. Pas du tout. Et donc, ça veut dire que c'est des personnes qui, ma foi, ont souvent des postes de responsabilité ou bien d'influence même sur la société. Qu'est-ce que vous faites si vous nous entendez en ce moment? Qu'est-ce que vous faites pour garantir la sécurité en Côte d'Ivoire, comme vous souhaiteriez voir, comme vous le voyez dans les autres pays, où vous pensez pouvoir un jour vous réfugier? Parce que quand tu veux fuir la Côte d'Ivoire, tu vas dans un pays où il y a plus de sécurité en termes de justice. C'est ce qui attire d'abord tout être humain. Ce n'est pas la beauté de l'Occident qui nous attire, mais c'est d'abord la garantie que ta vie a un minimum de protection. Et savoir que quelqu'un ne va pas te menacer au bord de la route en disant tu t'arrêtes sur le goudron, moi je t'écrase et je passe. Oui. Et M. Siouna, moi je vous le dis, pour quelqu'un qui a expérimenté l'Occident, quand tu vas en Côte d'Ivoire par exemple ou en Afrique, ben, la première, et ça c'est un secret que je vais dire aux gens, peut-être les gens ne savent pas, mais ceux qui sont citoyens américains, ben, avant d'aller dans les pays comme la Côte d'Ivoire, on vous donne d'abord des avis sécuritaires. Si vous insistez, il n'y a pas de problème, vous pouvez partir. Mais quand vous partez, il y a des programmes dans lesquels il faut s'inscrire en cas de difficulté pour qu'on puisse vous récupérer rapidement. Mais au-delà de ce facteur-là, ça, ceux qui sont citoyens américains nous disent comme ça que quand ils vont dans des pays à risque, on leur dit même leur passeport ne sortez pas avec. Faites une photocopie, mettez ça dans votre poche, mais ne sortez jamais avec votre vrai passeport. Effectivement. Ça veut dire quoi? Ça, c'est une consigne très importante. Voilà. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la garantie que ta vie est sécurisée est tellement faible que même ton passeport, il ne faut pas prendre le risque de le perdre. Ouais. Et là, on ne parle même pas de ta vie. Et ça fait peur. Si nous ne réinventons pas la justice, et c'est que peut-être, ce qui gêne peut-être le régime en place, ils se disent qu'en faisant cela, les gens vont peut-être les voir mal ou bien que ça. Mais pourquoi la France fait l'état général de sa justice, mais la France ne veut pas qu'en Côte d'Ivoire on impose une justice? Parce que tout ce qu'on est en train de dire là, chers frères, il faut dire la vérité. L'aspect politique a trop dominé les faits. Et aujourd'hui, la France même encourage ses opposants-là. Et ça, il faut avoir le courage de le dire. Mais quel intérêt la France a à lancer l'état général de la justice le 18 octobre dans son pays, mais cette même France-là veut encourager la chienlit en Côte d'Ivoire. C'est en connaissance de cause que je parle. Je sais que les dirigeants sont tenus par des impératifs. Ça, je le sais. Et je comprends cela. Mais si on veut toujours tenir compte de cela,
On va toujours trouver des individus comme les Sorokium pour financer, pour tuer nos soldats. Laurent Gbagbo, pour tuer nos soldats. Et Bédié même qui a voulu s'essayer à ce jeu-là avec le CNT. Mais tout ça, c'est dû au fait de l'absence de justice. Et en même temps, aujourd'hui, on est en train d'exacerber les sentiments du côté même de nos partisans. Moi, je vous dis, moi, j'ai les listes des gens qui ont perdu beaucoup de choses ici. Et des choses pas des moindres. Des gens qui ont perdu leur car et autres, ils ont fait tout. Mais ces gens-là, aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez qu'on leur dise? Quand ils vont demander, mais est-ce qu'il y aura justice? Mais la vraie réponse qu'on peut leur dire, c'est non. Et demain, est-ce que vous pourrez canaliser ces personnes-là qui chercheront à se venger sur le terrain? Jamais. Et donc, à un certain moment, il faut savoir s'arrêter. C'est clair. Et tout ça aujourd'hui, il faut être en Côte d'Ivoire pour qu'on tue un soldat ivoirien et puis ça reste comme ça n'inquiète personne. Ça fait très mal et ça doit inquiéter. Ça doit inquiéter. Quand tu attaques l'État, tu dois payer le prix. Et aujourd'hui, moi je vous le dis clairement, hein, vous et moi, on est en danger. Parce que ce que nous faisons là pour défendre l'État, les criminels nous entendent et ils se disent, mais le jour où on aura le dessus, mais vous êtes menacés. Ça, il faut qu'on accepte ça. Et donc, on veut nous faire regretter le fait même d'avoir cru en l'État de droit et d'avoir supporté la justice. C'est la triste réalité. Et à un certain moment, on a beau vouloir faire ce qu'on veut faire. Quand, par exemple, vous venez dépeindre pour dire, regardez aujourd'hui, à la loupe, toutes les régions que vous aviez citées sont en train de se faire attaquer une à une de façon très méthodique. Oui. On ne dit pas que les autorités ne font pas beaucoup de choses. On ne dit pas que l'armée ne fait pas beaucoup de choses. Mais si on rate le volet judiciaire, ça va fausser le fond du dossier. C'est ce que nous sommes en train de dire. Effectivement. Parce que si les soldats se font attaquer, et puis bon, après, on sait que c'est pour venir faire un deal. Finalement, ça va casser le moral des gens. C'est regrettable. Et donc, on ne peut pas donner tous ces moyens-là à l'armée. Ce n'est pas suffisant si on ne met pas les garanties judiciaires pour inquiéter. Bon, ces gens qu'on a ratissé, ces gens qui ont été pris là, même en Côte d'Ivoire, quand on tue un djihadiste, nous, on ne montrait pas son image parce que... Mais, bon, moi, j'ai montré, faites ce que vous voulez. Moi, j'ai dit aux autorités d'Abidjan, moi, j'ai montré, faites ce que vous voulez. Quelqu'un ne peut pas être en train de tuer nos soldats, mais quand on tue les soldats ivoiriens, on montre les images. C'est regrettable. Mais moi, je ne comprends plus la logique. Mais quand on attrape un criminel, il faut l'exhiber. On me dira non, pour des problèmes d'enquête et autres. Oui, mais c'est des gens qui sont déterminés jusqu'au bout. Mais il faut aussi leur casser le moral. Il faut aussi leur casser le moral avec toutes les commodités. Ah oui, il le faut. Il faut les brandir à la face du public pour dire que les voici, on les a arrêtés. C'était déjà des ou bien ils ont été tués. Il le faut. Sinon, vraiment, nous ne sommes pas vraiment... on n'est pas sortis de l'auberge et c'est vraiment très triste. Et ça fait mal. Ça fait extrêmement mal. Triste, souvent, tu te dis, mais finalement, pourquoi même donner toutes ces informations-là et puis mettre sa vie en danger? Et souvent même, tu te dis, mais pourquoi faire tout ça quand tu sais qu'à la fin même, on va dire, bon, comme c'est comme ça, laissons. Mais c'est tout ça qui finit par convaincre ces criminels-là qu'eux, ils ont des droits divins sur la Côte d'Ivoire. C'est tout ça. Parce que quand on prend succès, qu'est-ce que succès? Si on part sur le postulat que ce qui a été fait n'est pas bon et qu'il y a une mort d'homme, qu'est-ce qu'elle a pu faire qui soit plus grave que ce que nous assistons quand les gens vont tuer des soldats ivoiriens aussi? Et donc, il y a tout un tas d'incompréhensions. Et finalement, on s'assoit et on se dit, mais je préfère ne pas avoir de problème avec qui que ce soit. Parce que ceux aujourd'hui qui veulent défendre même l'État, qui veulent défendre la justice et l'État de droit, si tu ne fais pas attention, que ces personnes mauvaises dans leur âme t'attaquent, la justice ne sera même pas là pour dire que tu as effectivement fait du bien. Ils vont dire, mais on ne t'a pas obligé à le faire. Hein? Tu es mort cadeau. Ce que nous faisons aujourd'hui, nous le faisons à nos risques et périls. Hein?
Non, si c'est quelque clair. chose nous arrive, les C'est gens fini. diront, mais c'est bien fait pour eux. Moi, je suis sûr, même beaucoup de personnes nous suivent ici, hein, c'est ce qu'elles pensent, hein, mais de toutes les façons. Il fallait des idiots pour le faire, et puis bon, comme ils ont été les premiers à se donner, c'est ça. Mais moi, je suis sûr d'une chose, c'est qu'en toute chose, Dieu rétribuera chacun. Mais moi, je ne peux jamais m'asseoir pour encourager l'injustice. Ça, c'est mon choix de vie. Jamais nous n'allons le faire. Moi, je ne peux pas m'asseoir. Ceux qui veulent, je sais qu'il y a beaucoup d'hypocrites qui sont là. Ils attendent seulement le jour qu'il a un problème. Ah, lui, il pensait qu'il était fort que tout le monde. C'est lui qui avait la forte gueule. Calmez-vous, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas la mort qui est notre problème. Toi-même qui n'es pas courageux là, toi qui es intelligent là, tu vas mourir, mais tu mourras en tant qu'un lâche. Et tu mourras en tant que quelqu'un qui est passé et qui n'a rien été sur la terre et tu auras vécu une vie vide et inutile. Effectivement. Il faut toujours mourir pour une cause. C'est clair. Et c'est ce qu'on appelle la dignité. Et nous autres, on ne va pas se taire. Même si demain, on sera victime de ce qu'on est en train de faire, on va continuer. La bataille continuera jusqu'au bout. Et donc, si la justice de Côte d'Ivoire veut, elle peut se remettre à niveau et faire ce qu'il faut. Si elle veut, qu'elle continue comme ça. Mais les conséquences, si on continue comme ça, je crois que les conséquences seront graves. Et ça, il faut le dire aujourd'hui. Très grave même. Quand Laurent Gbagbo s'assoit, on me dit qu'il vient de passer sur France 24 et qu'il accuse même le chef de l'État. Hein? Je n'ai pas suivi, mais c'est un élève de la classe qui dit qu'il était... Voilà. Et qu'il aurait même accusé... Voilà, il accuse même le chef d'État d'avoir violé la Constitution et que lui ne peut pas présenter d'excuses comme Blé Goudé parce que lui, il n'a rien fait à quiconque. Bon, d'accord. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Laurent Gbagbo pisse sur la justice de Côte d'Ivoire. Quand Laurent Gbagbo dit aux gens que lui ne veut pas entendre parler des décisions de la justice de Côte d'Ivoire, ça veut dire que la justice de Côte d'Ivoire, pour lui, c'est du gros chiffon. C'est clair. Quand Laurent Gbagbo dit que la limitation des âges, lui ne veut pas entendre parler, ça veut dire qu'il n'est pas prêt à respecter les institutions de son pays. C'est au-delà d'une question d'élection ou bien de politique. En fait, dans la tête de Laurent Gbagbo, lui, quand lui pisse là, c'est la Côte d'Ivoire qui sort dedans. Lui pense que eux, ils pensent qu'ils sont trop ivoiriens plus que tout le monde. Mais voilà le triste constat. Voilà le triste constat parce que la justice vient confirmer cela dans leur mentalité. Ils commettent des crimes, on les récompense avec. Parce qu'un crime qui n'est pas puni, comme je le dis, c'est une récompense. Mais si moi je peux être récompensé de mes méfaits et que les autres peuvent être punis, mais ça veut dire que j'ai une supériorité sur ces personnes-là. Effectivement. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et on veut qu'on continue comme ça. Nous disons à nos dirigeants, nous ne pouvons pas continuer comme ça. Ce n'est pas bon pour vous-même, ce n'est pas bon pour nous, et ce n'est pas bon pour l'avenir même du pays. Et ce n'est pas bon même pour tout le travail que le président a fait. Ce n'est pas bon. Tout est en train d'être mis en œuvre pour tirer la Côte d'Ivoire vers une autre crise. C'est tout. Et curieusement, je ne sais pas pourquoi les gens évoluent dans cette hypocrisie. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. Est-ce qu'on est obligé de suivre ce que les Blancs nous disent? Ce que les Blancs nous disent de faire, ça ne nous arrange pas. On ne fait pas. Parce que vouloir ressembler à Kagame ou même vouloir ressembler à un pays véritablement dépendant et indépendant, ça demande aussi des sacrifices à faire. Et il y a des choses qui ne marchent pas. Aujourd'hui, tout le monde a soif de la justice en Côte d'Ivoire. Mais on ne peut pas laisser un État sans un chemin. Et je n'ai jamais vu un pays où on a fini avec une guerre et on n'a jamais eu à appliquer la justice. En Bosnie-Herzégovine, leur guerre était plus grave, puisque c'était une guerre économique, identitaire et religieuse. Mais eux, ils en sont ressortis en passant par la justice. Au Rwanda, c'était une guerre entre deux, une guerre ethnique. Ils en sont sortis avec la justice. Vous prenez tous les pays du monde, la véritable panacée, la véritable situation qui a mis fin à ces injustices-là, ils ont d'abord appliqué la justice. Après la justice, on passe maintenant aux autres étapes.
Et on n'a fait que décrier, parler, montrer les faits du doigt. C'est comme si on était confronté à un mur et on veut nous dire de continuer dans le vide. Moi, je dirais que nous autres, on ne va pas continuer dans le vide. Nous autres, on va s'arrêter. C'est vrai qu'on ne pourra pas faire quelque chose d'autre que de parler, mais on va toujours dire aux gens, si nous ne revenons pas à la justice, et même il y a Maurice Kanate qui dit, même en Afrique du Sud, ils ont d'abord passé par la commission vérité-réconciliation, sans oublier la justice. Justice, vérité, réconciliation. Mais pourquoi voulons-nous forcément croire que, en ramant à contre-courant de la logique et de l'histoire même, on va arriver à un résultat? Ça ne marchera pas. Et ça va nous conduire à une crise plus grave. C'est ce que j'ai dit le 31 mars 2021. Pour Laurent Gbagbo, il est venu pour faire 3 millions de morts. Les gens pensent que c'est des mots que j'ai utilisés comme ça. Mais regardez aujourd'hui les propos, regardez les agissements de l'individu. Et regardez son rapport même vis-à-vis de la justice et des institutions. Maintenant, s'il se trouve qu'il y a un pacte entre les politiciens, un pacte de non-agression, qui permet à tous les politiciens d'abuser du peuple, qu'ils aient le courage de nous dire, parce que dans ce contexte, donc, on saura comment nous distancer de ces gens-là. Parce que même dans le désordre, il y a de l'ordre. Même dans le désordre, il y a de l'ordre. Parce que dans le désordre, toi, tu peux décider de connaître ta place. Mais on ne peut pas être... Ça fait mal. C'est vraiment désolant. C'est vraiment désolant. Et je crois qu'on a fait humainement ce qu'on pouvait. Et nous n'allons pas arrêter. On ne va pas arrêter tant que la vérité n'aura pas été dite. Tant que les criminels n'auront pas été condamnés. Parce que, mine de rien, ce que nous faisons chaque soir, de dire et de trucs, ça amène certaines personnes. Et ça sauve la vie de certaines personnes. C'est au nom de cet idéal-là que nous allons continuer. Mais tant que nous ne verrons pas la justice en train de reprendre son chemin et d'inquiéter tout le monde, nous n'allons pas être satisfaits et nous n'allons pas croire dans le vide. Pour moi, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en train d'aller vers une guerre civile qui va irrémédiablement vers un génocide. Mais ne me demandez pas qui fera le génocide, parce que avec la non-présence de la justice, les deux camps sont en train de s'exacerber et les tensions ne se font que montantes. Et le jour qu'il y aura une petite situation, regardez même en Côte d'Ivoire aujourd'hui, pour une histoire de femmes, les communautés s'attaquent. Mais ce n'est pas une histoire de femmes, c'est tous les anciens ressentis que les gens veulent faire ressortir un coup. Mais durant tout ce processus de 11 ans, si la justice avait fait ne serait-ce qu'un peu de travail, ça allait désamorcer beaucoup de choses. Et donc, ce n'est pas en 3 ans, 4 ans. Ça veut dire que sur le plan même de la justice, disons-le, le président Ouattara a échoué. Ça, moi, je le dis. Pour la simple et bonne raison que ce qu'on aurait dû faire en 15 ans, si on veut le faire en 3 ans, on ne peut pas réussir. Si on veut le faire en 4 ans, restant là, on ne peut pas réussir. Et donc, on a déjà échoué sur ce terrain-là. Et comme c'est quelque chose qu'on ne peut pas colmater pour dire, bon, faisons vite, maintenant, on fait comment? Puisqu'on ne peut pas dire aujourd'hui, bon, on va juger, on va faire ça, et puis essayer de satisfaire les gens, puis passer à autre chose. Ça aussi, ça ne marchera pas. Et donc, que ferions-nous maintenant? Et donc, pourquoi faisons-nous tout ce qui a été fait? Tout ce qui a été fait en termes de développement et autres. Mais si le mental, si ce n'est pas inscrit dans le mental des gens, que nous sommes dans une société de droit et d'ordre, ben, tu verras les gens prendre des pioches, aller dégommer les goudrons. Et ça, on l'a vu en octobre. Mais ça, c'est le signe symptomatique de ce que les esprits n'ont pas suivi le développement physique. C'est triste. Et on veut qu'on se taise sur ça. Triste. Nous, on ne peut pas se taire. Ça, c'est un. Et nous allons dénoncer ce fait-là. C'est un échec du côté du gouvernement. Voilà, c'est un échec du côté du gouvernement. Et il faut avoir le courage de le dire. Et aujourd'hui, j'ai profité pour essayer de dépeindre un peu l'atmosphère. Parce que les conséquences ne feront que se multiplier dans le temps et dans l'espace. Parce qu'à un certain moment, la logique des opposants, c'est quoi? Ils sont en train de tabler sur cette atmosphère d'injustice-là, cibler les attaques, inquiéter les soldats, etc., etc. Mais à un certain moment, mes collègues tombent. Il n'y a pas de justice.
Mais à un moment, je baisse les bras. Voilà la stratégie de l'opposition. Parce qu'ils savent que sur le terrain politique, ils ne peuvent pas. Parce que sur le terrain de l'opposition, politique, ils ne peuvent pas. Mais entre-temps, il ne suffit pas de compter seulement sur la bonne fortune pour dire comme Dieu est avec nous et autres, c'est vrai. Mais Dieu aussi est avec tout le monde. Hein. Il faut se battre. Il faut se battre et il faut imposer sa marque. Il faut imposer sa marque. C'est ce que nous demandons. Et donc, on espère bien que les autorités qui sont peut-être là, si elles ont compris le bien fondé de ce que nous disons, c'est au bénéfice de tout le monde. Maintenant, s'il y a des impératifs qui les empêchent de faire le travail comme il se doit, moi, je peux déjà leur prédire que les conséquences, chacun les verra en face. Mais ça sera à leur actif. Et on dira que Ouattara a tout réussi, mais au niveau de la justice, il n'a pas réussi. Et je ne crois pas que c'est un honneur pour le président, encore moins même pour nous qui avons fait confiance en lui, parce qu'on a eu confiance en lui et on est allé le voter. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on parle. Il y a Walter Otto qui dit, mon grand-père me disait, toujours quand tu vas visiter un malade à l'hôpital et que tu vois que ce dernier mange de façon effrénée, c'est que ses jours sont limités. Quand on voit les dernières sorties de Seplou se répéter de façon effrénée, on se pose la même question. Et fasse Dieu que les jours puissent aller plus vite pour qu'on en finisse avec ce cas-là. Voilà. Voilà. Il est très malsain. Il est très malsain. On va se donner les moyens. On va se donner les moyens de mettre pression pour mettre fin aux agissements de ce malhonnête-là. Vraiment. Et de cet indélicat. Vraiment. Il faut qu'on en arrive là. Vraiment. Et donc, vraiment, merci beaucoup, cher frère. Oui, vraiment, merci beaucoup. Et je crois que nous allons continuer à faire ce que nous faisons, en espérant bien que si les autorités pensent que ce que nous disons est correct, nous espérons qu'elles vont en tenir compte pour pouvoir agir, parce que c'est très important. Parce que si nous nous prenons garde, ça risque de se retourner contre nous-mêmes, c'est-à-dire tous ceux qui ont cru en l'état de droit et en la justice et au président Ouattara. Et je ne crois pas qu'on aura même le temps de regretter ce mauvais choix-là. Et donc, il est mieux de dire la vérité. Très peu de personnes pourraient dire la vérité comme ça. Parce que ils vont dire, non, on est RHDP, si on parle comme ça, est-ce que le petit salaire, les 250 € et autres, chères autorités, moi, je n'ai absolument... Nous n'avons pas besoin d'argent. Ce que nous souhaitons, c'est que le président Ouattara puisse réussir. Et moi, je le dis. Si le Ouattara, là, le jour qu'il veut quitter le pouvoir, nous, on veut le prendre. Et puis faire au moins... On va lui demander où il va aller. S'il va à la Congo, mais il va aller en France comme il aime là. On va marcher avec lui jusqu'à l'aéroport. Et puis on va le prendre. Et ça, nous, on a tellement ça en tête que pour nous là, ça c'est le minimum pour lui. Mais en même temps, si on ne fait pas attention, que le président a déjà tout donné ça, on ne peut rien dire contre le président. Mais c'est ceux à qui il a confié des tâches de responsabilité qui ne font pas leur travail. C'est à ceux-là que nous sommes en train de lancer l'interpellation. Sinon, Ouattara, il a déjà réussi. Hein? Ça, ne vous en faites pas, ne vous méprenez pas. Même si Ouattara dit aujourd'hui, j'arrête le voyage, là, il a réussi. Mais et vous, la confiance qui a été mise en votre personne, mais que vous n'avez pas pu honorer, les dégâts que cela va causer, c'est toutes ces questions-là qu'il faut poser. Et la problématique que nous posons, l'éclaireur n'a pas demandé justice pour lui-même. Moi, nous sommes l'une des rares plateformes qui dit que si nous avons fait dans du message de la haine, qu'on nous le dise en face. Même on a eu à accuser le NDI, qui était le National Democratic Institute, en leur disant, parce qu'il y a des analyses profondes qu'on fait ici. C'est une institution très sérieuse. Mais qui a remis les analyses en cause? C'est l'éclaireur pro-vérité qui a remis les analyses du NDI en cause. Moi, je leur ai dit, les fonds qu'on vous donne sont trop importants pour que vous venez nous dire, il y a eu 140 cas de messages de la haine, il y a eu 2 cas d'animalisation, le taux a baissé ou ça a monté. Mais ça, tout le monde peut le faire. Faites une analyse approfondie. Dites-nous qui a dit quoi tel jour qui n'est pas bon. Mais si l'éclaireur va et qu'il voit qu'il est dedans,
parmi les insulteurs publics. Une première fois, ça doit l'interpeller en homme sensé pour dire, fais attention, ne fais pas dans la haine ou bien dans les messages. Mais en même temps que on vient mettre un tableau qui est imprécis, celui-même qui encourage à la haine se dit, je ne me sens pas concerné puisque c'est global. Mais en même temps aussi, il faut encourager aussi ceux qui font les messages bien. Parce que moi, je sais que je fais un message qui est bien. Et moi, je n'aimerais pas qu'on me compare à des criminels. Il faut que le National Institute aussi puisse aussi dire aux gens que dans ce tableau-là aussi, il y a des gens qui font des bonnes choses aussi. On ne demande pas du salaire pour cela. Mais ça aussi, ça peut faire comprendre à ceux qui lisent aussi qu'il y a des gens aussi qui font du bien, qui disent des paroles sensées. Mais tout ça, on ne voit pas. En tout cas. Et donc, on espère bien que les autorités vont comprendre. En tout cas, le président aura déjà fait tout ce qu'il pouvait. Mais les premières personnes qui vont pleurer, ça sera nous-mêmes, les Ivoiriens. Parce que on aura tellement perdu notre temps à tout ce qui est inutile qu'un jour, si rien n'est fait, en tout cas, c'est pas bon. Vraiment. Ouais. Et donc, je vais demander votre mot de fin et puis on va faire la conclusion. Vraiment, sur ce, nous voulons demander aux autorités sécuritaires de se réveiller. Toutes les localités dont nous avons eu à parler, nous demandons aux autorités sécuritaires compétentes d'accentuer le contrôle, les perquisitions, les fouilles dans ces différentes localités-là et de mettre aux arrêts toutes les personnes suspectes, de les interroger pour que la vérité se manifeste. Parce que nous ne voulons plus être surpris par des attaques improvisées ou bien des attaques des djihadistes ou bien des soldats à la solde de Guillaume Aubin de Gbagbo. Donc voilà ce que je voudrais dire pour finir. Il n'y a pas de problème. Vraiment, merci beaucoup, cher frère. Oui. Et vous passez une excellente soirée et à nous revoir donc demain. Merci bien. Excellente soirée à tous. Merci beaucoup. Et donc, chers auditeurs et chères auditrices, je crois que pour la journée d'aujourd'hui, on a fait le chemin qu'il fallait. Et il y a Ladji Meitus Meite qui dit « Avec la situation présente, les opposants se mobilisent pour contester les limitations d'âge car il n'y a pas de justice. » Et tout ça, c'est le cafouillage qui fait qu'on ne comprend pas puisque ça ne permet pas aux gens de se situer. Et donc, il va falloir que l'État se détermine. Et il y a Maurice Kanaté qui dit « Le développement et la justice vont de pair. » Et il dit « Les pays les plus puissants n'ont jamais abrogé la peine de mort rien que pour dissuader les criminels. » Parce que les velléités criminelles de Laurent Gbagbo, c'est parce qu'il a une justice qui n'est pas précise en face. Sinon, il aurait su. Après l'apartheid, il y a le docteur de la mort qui était obligé de fuir. Tapez le docteur de la mort, vous allez comprendre ce qu'il faisait. Il était obligé de fuir l'Afrique du Sud. Mais si la loi était laxiste, il serait resté là et il aurait continué à massacrer des milliers de personnes. C'est vraiment important. Et ça, nous demeurons à la SANIS et nous allons rappeler cela au président. Jusqu'à la fin de son mandat, il faut qu'il y ait justice. La justice, nous n'allons jamais négocier cela avec qui que ce soit. Et donc, ceux qui sont autour du président, en qui il a eu confiance de confier la justice, s'il vous plaît, réveillez-vous. Ne soyez pas ceux par qui le mal va rentrer en Côte d'Ivoire. C'est vraiment important. Et il faut qu'on vous le dise pour que vous vous réveillez. C'est vraiment très important. Ce que nous pouvons faire pour l'instant, c'est parler, décrire certaines situations qui ne sont pas bonnes et dire aussi notre perception de la réalité afin que cela puisse être entendu et que des solutions y soient apportées. Dans la vie, il n'y a pas de hasard. Il y a un prix à toute chose. Si nous voulons vraiment que les générations qui viendraient après nous soient véritablement en paix, apprennent véritablement à s'aimer, je crois que malheureusement, cette génération d'hommes perdus,
cette génération d'hommes perdus, il faut les confronter sérieusement et vigoureusement à la justice. Et il y a Ladji Maïtous qui dit vraiment courage éclaireur, parce que j'ai l'impression que tu prêches dans le vide. Pourtant, cher frère, moi j'ai la conviction que je ne prêche pas dans le vide, parce que c'est la même chose qui a été dit au prophète de l'islam. Et c'est la même chose qui a été dit à Jésus. Mais c'est le jour où on ne sera plus là. C'est les générations à venir qui vont questionner notre génération. Ils vont dire, mais ceux-là, ils ont vécu, est-ce qu'il n'y avait pas d'hommes parmi eux qui pouvaient dire la vérité? C'est ce jour-là que les gens diront, ah, il y avait un petit groupe de personnes, eux, ils étaient ils étaient quand même très réduits. Il y a un mot que je cherchais. Personne ne leur prêtait attention. Eux faisaient l'effort de ne pas être victimes de leurs sentiments, de ne pas être prisonniers de leurs passions. Et ils disaient aux autorités ce qui n'allait pas de leur côté. Et ils disaient aussi aux opposants ce qui n'était pas bon. Mais on ne le fait pas pour être aimé. On ne le fait pas pour demander quoi que ce soit. On le fait pour que le pays puisse avancer. À partir du moment où la justice n'est pas l'épicentre d'un système, ce système-là va inéluctablement à une chute et à une décadence. Et ça, il faut qu'on en soit conscient. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui ont intérêt à ce que la justice ne s'applique pas, demain, quand vous serez en position de vouloir qu'elle s'applique là, acceptez aussi qu'elle ne soit pas appliquée. Cher monsieur, mais tous ne soyez pas du tout désespérés. Parce que s'il n'y avait pas de personnes comme vous et nous aujourd'hui pour parler, le désespoir serait encore plus grand. Imaginez-vous ces jours où Laurent Gbagbo tuait les gens, mais il n'y avait personne pour parler. Et puis imaginez-vous aujourd'hui l'espace que nous avons pour dire que le mal qui se fait, ou bien ce qui ne va pas dans notre société, ils entendent très bien. Mais c'est parce qu'ils ne veulent pas agir. Je parle et des opposants ivoiriens et du pouvoir d'Abidjan. Ils entendent très bien et ça ne les plaît pas. Parce que quand on les confronte en leur disant que nous, on voit dans ce que vous ne voulez pas qu'on dise là, on voit dedans. Comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire, on voit dans votre game. Et donc nous, on va dire ça pour que même le paysan qui est dans son fond fin, à Ouangolodougou, ou bien quelque part en Côte d'Ivoire, sache que vraiment donc il y a une mauvaise foi. Avant, on n'avait pas ces opportunités-là. Et donc cette vérité-là va triompher. Parce que même ceux qui ne la veulent pas aujourd'hui, le jour qu'ils seront dans le pain, ils vont dire, ah, il y a un monsieur qu'on n'a jamais vu, mais il avait dit ça. Il y a des gens qui avaient dit qu'il fallait qu'on procède à ça. Si on avait su. Mais ce n'est pas au moment où tu as la main dans la gueule du caïman qu'il faut dire si j'avais su, je ne serais pas rentré dans l'eau. Tu sais très bien que le caïman est dans l'eau, il vit là-bas, c'est son milieu naturel. Et le milieu naturel du démon, c'est des gens comme Laurent Gbagbo et sa clique qui n'apporteront rien de bien à la société. On n'a rien contre leur personne physique, mais c'est les actes qu'ils posent qui sont néfastes. Des anarchistes antisociaux, des haineux, des gens sans conscience, qui n'ont ni foi en Dieu, ni foi en Satan. Il faut les prendre et les soumettre à au verdict de la justice, sans pitié. Et aujourd'hui, tout ce qu'on est en train de faire, c'est bon. Mais les mêmes blancs qui veulent qu'on laisse cette situation pourrir là, demain quand ça va se gâter, c'est les mêmes blancs qui diront que mais s'ils avaient pratiqué la justice, peut-être que ça aurait été le tableau qui aurait soutenu tout l'embellie économique qui a été observé. C'est les mêmes blancs-là qui ont dit ça. Chers dirigeants, prenez ce concept-là en compte. Ah, nous, on n'a qu'à aller créer la chienlit dans la cour de moi, mon papa. Mais toi, là-bas, chez toi, dans ton papa, il y a des règles là-bas. Le monde ne peut pas fonctionner comme ça. Et il faut calculer les risques. En ne pratiquant pas la justice, est-ce que les risques ne sont pas beaucoup plus grands
que lorsqu'on pratiquerait la justice. Je crois que le langage, il est clair, il est simple. Chers élèves de la classe, restons nous-mêmes, continuons à dire la vérité. Parce que, quoi qu'on fasse, chacun de nous va mourir un jour. Mais le simple fait d'être là et de supporter la vérité, même devant Dieu et dans votre conscience, chacun de nous sait qu'il a fait ce qu'il devrait faire. Chacun de nous sait qu'il a fait ce qu'il devrait faire. Et c'est sur ça que Dieu demandera à chacun. Dieu ne va pas dire à quelqu'un, est-ce que tu as été l'homme le plus croyant? Est-ce que tu as été celui qui a dépassé tout le monde en bien? Non. La seule question qui vous sera posée, est-ce que tu as fait ce que tu aurais dû faire dans tes capacités? En d'autres termes, est-ce que tu as essayé de faire un effort selon ce qu'on t'a donné de faire? C'est aussi simple que ça. Et en nous laissant obnubiler dans la géostratégie occidentale qui a double tranchant, ces gens-là diront tout a été bon, mais les prisonniers n'ont jamais été condamnés. Donc voilà, c'est aujourd'hui ceux-là qui se sont réunis pour venir créer l'état de chaos. Donc tout le travail qui a été fait, c'est zéro. À un moment, il faut dire la vérité. Il y a Zoumana qui demandait, éclaireur, penses-tu que la justice de notre pays... Attendez. Chef, je n'ai pas pu voir votre question. Vous m'excusez, je n'ai pas pu voir la question, ça défile tellement vite. Voilà, et donc c'est vraiment important et nous osons espérer que les autorités vont comprendre. C'est de la même manière que nous décrions les aspects sécuritaires, c'est de cette même manière que nous décrions la justice. Donner les moyens à nos soldats en termes d'armement. Beaucoup est fait, mais il y a quelques bruits qui reviennent que dans certaines zones, les gens n'ont pas les armements adéquats. On ne rentre pas dans tous les détails, mais ce que nous disons, je ne vais même pas vous mentir, chères autorités, c'est de la bouche même de certains qui sont sur les fronts. Puisqu'on ne cause pas n'importe comment. Et on n'écoute pas n'importe qui. C'est des gens qui ont été envoyés, les djihadistes, ceux que vous avez tués hier nuit là. Quand le jour où ils ont mis mine là, moi ils m'ont appelé pour me dire, ah frère, ils ont mis mine. Mais les populations même, quand les populations sont ces mêmes djihadistes là, celui que vous avez abattu là, ils sont là enlevés. Je sais très bien de quoi il est question. Il y a certains, on ne va pas rentrer dans tout. Donc on sait très bien de quoi. Et il y a un élément de l'armée qui est là-bas. Je ne donnerai pas plus de détails que ça parce que la hiérarchie militaire peut l'inquiéter. Il nous a dit on n'a pas les armements qu'il faut. Il n'a pas dit qu'ils n'ont pas de salaire. Il n'a pas dit qu'on ne leur donne pas leur sol. Il a dit qu'ils n'ont pas les armements. Ça veut dire que d'abord, il veut sauver sa vie et sauver sa patrie. Quand quelqu'un parle là, on peut analyser entre les lignes. Quand tu es soldat et tu demandes les armes, si tu te sauves, c'est que tu sauves ta patrie. Ça veut dire que tu vas combattre l'ennemi. Mais quand le soldat te dit, je n'ai pas l'armement qu'il faut, et ce jour-là, le soldat en question a pris le temps de nous dire que lorsqu'ils ont vu les djihadistes qu'ils ont tués hier là, lorsqu'ils ont vu la population, ils ont sympathisé avec la population et ils ont enlevé la mine. C'est des choses que je ne devrais pas dire. Hein. Ils ont enlevé la mine et ils ont laissé la population passer. Et donc, ça veut dire que leur cible première, c'est d'abord les soldats, mais c'est des pères de famille, c'est des hommes. Et donc, ça, ce sont des choses. Si ce que nous sommes en train de dire est faux, qu'on me confronte, et je donnerai plus de détails. Et donc, on espère bien que notre message aura été compris. Et nous ne pouvons pas être en sécurité de là où nous nous trouvons. Et puis nos parents seront dans l'insécurité en Côte d'Ivoire. Je parle des Ivoiriens, de l'ouest, du nord, du centre, de l'est. Parce qu'un brigand demeure un brigand. Et ceux-là, ceux qui s'amusent avec eux aujourd'hui, je parle de l'opposition ivoirienne, c'est vous qui serez les premières victimes de ces personnes-là.
Mais vous jouez avec le feu. Et vous jouez dans un jeu très dangereux que vous ne connaissez pas. Ces personnes-là, Blaise comparait les Ahmadoué avec le Touareg. Pendant des années et des années. L'ancien président du Mali leur payait des sommes. Mais c'est des gens avec qui il ne faut jamais négocier. Pourquoi ils ne vont pas en Mauritanie? Parce qu'eux leur ont coupé la queue directement. Il faut de la rigueur. C'est vraiment important. Même quand c'est contre nous-mêmes. Parce que quand il y a la rigueur, ça permet à chacun de s'améliorer. Et à un certain moment, le laisser aller peut être le plus grand piège qui va vous prendre là où il ne fallait pas. Chers auditeurs et chères auditrices, on va se dire vraiment merci pour ce soir. Et je vous dis merci d'être resté, d'avoir sécurisé l'émission. Je souhaite à chacun une très bonne nuit et que Dieu nous permette de voir demain dans toutes ses grâces. Je vous dis merci et très bonne nuit à chacun et à chacune.